Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, une vidéo qui s'intitule « Le cinéma en contexte de pandémie ». Évidemment, c'est clairement d'actualité. On va regarder en fait ensemble, je vais regarder avec toi qu'est-ce qui se passe au niveau du cinéma à l'heure actuelle à cause de la pandémie. Tu as dû le voir à travers différents pays, la France notamment, mais si je pense plus particulièrement au Canada ou aux États-Unis, vu que moi je vis au Canada, les cinémas ont fermé, ont réouvert partiellement, ont refermé à nouveau. Ici au Canada, ils étaient encore fermés. Là, ils parlaient de les réouvrir. On a un monsieur qui s'appelle Guzzo, ici, si tu veux le savoir plus particulièrement, au Québec, qui est propriétaire de quasiment, je te dirais, 80% des cinémas qui existent ici, et qui lui refusait même à la limite de réouvrir récemment parce qu'on l'interdisait de vendre de la restauration rapide dans le cinéma. Ici au Canada, tu peux évidemment acheter des pop-corn, des petits bonbons, de la boisson, etc. Mais tu peux même carrément acheter du micro fast-food que tu amènes dans la salle de cinéma. Donc lui, il fait énormément d'argent en fait avec les à côté des places de cinéma, tout ce qui est bouffe, etc. Et il refuse de réouvrir. Mais ça a un impact direct, ça c'est un exemple que je te donne évidemment par rapport au milieu du cinéma, plus particulièrement les cinémas, ça a un impact direct sur les films, clairement, puisque de toute façon ils n'ont plus de médias pour être diffusés. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, à savoir la différence qu'il peut y avoir à l'heure actuelle et la problématique qui se pose entre les cinémas, les salles de cinéma et finalement les chaînes de stream qu'on a à l'heure actuelle, qui soient Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, si je pense à eux, Hulu, etc. Ce sont toutes des chaînes comme ça de streaming où tu payes un abonnement, tu dois le savoir très certainement, je le rappelle si tu ne le sais pas. Tu payes donc un abonnement et tu as un accès quasi en fait illimité à tous les films. Ça dépend des plateformes, on pourra revenir plus particulièrement là-dessus. Si je pense, on va revenir tout de suite là-dessus, si je pense par exemple à Amazon Prime, tu vas payer ton abonnement, tu vas avoir droit à la majorité en fait du catalogue, mais il y a certains films où il va falloir que tu repayes à nouveau un petit peu d'argent, dans les 9 ou 10 dollars ici au Canada, si je pense ici au Canada, pour pouvoir avoir accès à ce qu'ils appellent l'accès premium, plus ou moins. Après, tu as Disney+, qui est encore différent, où tu payes ton abonnement et ils diffusent des films, on va revenir plus en détail là-dessus, qui devraient passer au cinéma, en plus d'un montant d'argent qui est quand même assez conséquent que tu dois payer. Donc on voit qu'il y a une sorte de... Il y a ma machine en route, on va l'entendre, c'est sûr. Je ne peux pas l'arrêter malheureusement, désolé. Donc tu vois qu'il y a clairement, de toute façon, un problème qui se passe entre les plateformes de streaming et les salles de cinéma. Il y a certains films dont les dates ont été repoussées en se disant que les cinémas allaient réouvrir. Et malheureusement, la pandémie continue, même si les vaccins sont là. Tu le sais, tu l'as vu dans l'actualité, la pandémie ne s'arrête pas. Il continue à y avoir de plus en plus de gens infectés et les cinémas ne réouvrent pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les cinémas. Donc, si je prends comme exemple, très rapidement, on va arriver dans le cœur du sujet juste après Top Gun 2, qui s'appelle aussi Maverick, de Joseph Kosinski, de mon ami Christopher McQuarrie, que j'aime beaucoup, qui a participé notamment au scénario avec Ehren Kruger et d'autres scénaristes. Et notre ami, évidemment, Tom Cruise, qui est en arrière, et la Paramount, qui est en arrière de ce film-là. Bon, ce film-là a été repoussé d'abord de 2 mois, et finalement d'1 an. Il devait sortir l'été dernier, et il va sortir cet été. Donc on voit que les dates ont été repoussées. Il s'était dit, à la base, Paramount, qu'il le sortait cet été, parce que c'était il y a 1 an qu'ils avaient repoussé la date en se disant bon, dans 1 an, ça va être terminé le Covid, très certainement, les salles vont réouvrir, etc. Et on voit que c'est pas le cas encore. On arrive presque au mois de mars, l'été est proche, et je suis pas sûr qu'on soit sorti d'affaires encore à l'heure actuelle. Est-ce que les cinémas seront réouverts? Je ne sais pas. Si je pense aussi à Kaamelott, de notre ami Alexandre Astier, sa fameuse nouvelle trilogie qui était censée suivre sa série télé. Tu le sais, si tu suis un petit peu les actualités, notamment françaises, il y a eu des déboires par rapport à ça. Je veux dire, sa série, il me semble que la dernière saison datait de 2005 quand même. C'est quand même, il y a un petit bout. Ça date pas d'hier. Donc, depuis 2005, il était censé faire des films. Là, il pouvait pas à cause de la justice, parce qu'il y avait une question de droit en arrière de ça, des droits qu'il avait ou qu'il avait plus par rapport à M6, sur qui avait utilisé comme média, je me souviens plus exactement.
Bref, tu l'as peut-être suivi, des déboires avec la justice. Finalement, il sort son film, mais voilà, il y a le Covid. Donc, à partir de là, il a repoussé la date. C'était censé sortir en fin d'année 2020. Ce n'est pas sorti finalement. Ça va sortir encore plus tard à cause du Covid. On est réellement dans un système où ça fonctionne pas très bien. Et on va parler de tout ça plus en détail maintenant. Alors le cinéma est réellement en problématique par rapport à ça. Si je pense plus particulièrement au film américain, Kaamelott, c'est quand même une grosse production, je viens d'en parler, d'Alexandre Astier, aussi une grosse production française. Ils ont énormément de soucis. Les films ont été tournés pour la plupart et les films ne sortent pas à cause du Covid. Là on parle de budgets quand même de 300, 400 millions, des budgets qui sont quand même très conséquents. Donc ça veut dire que les boîtes de prod ne peuvent pas aller chercher leur argent en arrière. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il pourrait y avoir un partenariat qui pourrait s'effectuer entre les chaînes de streaming et ces fameux films qu'on ne peut pas sortir au cinéma. C'est ce qui s'est passé plus particulièrement si je pense à Mulan avec Disney+. Disney a lancé sa plateforme de streaming. Ils se sont dit que c'était un marché qui était ultra lucratif vu qu'il y avait déjà Netflix, etc. Netflix a une grosse part quand même de marché. Netflix qui est quand même très intéressant aussi si je pense plus particulièrement à eux parce que tu payes un abonnement et tu as un accès illimité au film. Tu n'as pas besoin de payer en plus, comme dans Amazon ou Disney+, justement, dont je vais parler. Mulan, ils ont dit, bon, on va le sortir en salle, et en même temps, on le met sur notre chaîne de plateforme Disney+. Alors, le truc qu'il y avait, c'est qu'il fallait que tu payes, ici je parle en dollars canadiens, il fallait que tu payes ton abonnement Disney+, plus 35 $ pour regarder Mulan. 35 $. Ça veut dire que moi, ma place de cinéma, si je me déplace, ici, au Canada, encore une fois, c'est 11 $ la place de cinéma. Donc moi je vais payer 35 plus pour aller regarder le film chez moi. C'est un petit peu incohérent quand même, ça ne fonctionne pas. Donc un accès premium qui mettait à 35 $ jusqu'en décembre 2020. Depuis décembre 2020, le film est disponible sur la plateforme Disney+, uniquement avec l'abonnement. Donc on voit que ici déjà il y a une idée qui a été effectuée en se disant de toute façon on ne peut pas diffuser ça au cinéma. Donc on va utiliser les plateformes de streaming pour rentabiliser le film, ce qui est une très bonne idée. Mais une idée qui ne fonctionne pas trop bien parce qu'il faut encore payer de l'argent en plus. Ce qui, je te dirais clairement, moi en tant que consommateur, ça me freine complètement. Je ne peux pas payer un 35 $ de plus quand je paye déjà un abonnement. Si je compare par exemple à Netflix où j'ai juste accès au film sans payer de l'argent en plus. Donc, un petit problème à ce niveau-là. Si je pense à Wonder Woman 1984 qui vient de sortir sur Amazon Prime également, même affaire, c'est sur Amazon, tu as ton abonnement, et en plus de quoi, si tu veux regarder Wonder Woman 1984, à l'heure actuelle, il faut payer des frais en plus qui ne sont pas 35 $. Je trouve que c'est très cher, 35 $. Il me semble que ça tourne, je ne veux pas dire de bêtises, autour de 10 $ canadiens, mais quand même, tu payes ton abonnement, plus tu dois payer en plus pour regarder ce film-là. Donc réellement, ce qui devrait se passer à l'heure actuelle, c'est qu'il devrait y avoir en fait un partenariat entre et on va en parler plus particulièrement, il y en a qui existent. Je vais rentrer dans les détails de certains films, mais il devrait y avoir un partenariat entre certaines maisons de production et ces chaînes de streaming-là pour pouvoir rentabiliser ces films qui, malheureusement, ne sortent pas en salle et qui sont obligés de garder en se disant je vais essayer de le sortir quand la Covid sera terminée, mais là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, ça devrait fonctionner comme ça. Et je te dirais que pour le moment, ça fonctionne plus ou moins pas. Ça fonctionne pas trop comme ça, en fait. C'est ça, il est là le cœur du problème. Donc on a réellement une concurrence entre le cinéma et les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming fonctionnent très très bien en ce moment. Évidemment, les premières choses qui se passent, ce sont le tournage des séries télévisées, notamment les téléséries. C'est-à-dire, tu sais, réellement, moi j'aime beaucoup ça, ce format-là. Tu as réellement une saison et c'est terminé. Tu as ton histoire, elle commence, elle finit. Si je pense à Unbelievable dont j'avais parlé dans la vidéo précédente. Donc réellement, ce genre de télésérie-là. Alors, téléséries qui fonctionnent encore très bien. Parce qu'ils sont capables de tourner. C'est des séries télé ou des téléséries où on va avoir des endroits où on va filmer qui vont être souvent, la plupart du temps, les mêmes endroits. On ne bouge pas trop. On est toujours dans les mêmes localisations au niveau des endroits. Après ça, on a les mêmes acteurs. On est capable de les confiner pendant un X nombre de temps, puisque c'est toujours un petit peu les mêmes acteurs qui sont là pendant un très grand nombre de temps. C'est très rentable. Au niveau, évidemment, quand ça sort sur la chaîne sur Netflix, ça fonctionne très très bien. Et aussi,
et bien évidemment, ça demande aussi beaucoup moins de moyens. Hein. Il y a beaucoup moins, si je pense à Unbelievable versus par exemple Mission Impossible, bon bah tu vois, je dirais, on a un drame d'un côté et on a un gros film d'action. Donc on a beaucoup moins de moyens, on a beaucoup moins de choses à faire par rapport au Covid qui pourraient être plus problématiques parce que là il faut faire des cascades à droite, à gauche, ça demande beaucoup de logistique, ce qui n'est pas le cas pour la série télévisée. Donc la série télévisée fonctionne beaucoup mieux à l'heure actuelle que ces films-là. Et comme les films décident de ne pas réellement emprunter le chemin pour l'instant, ou en tout cas ils sont très timides des plateformes de streaming, il arrive que on a beaucoup de séries qui sortent et des films qui sortent un peu moins. Ce qui se passe à Hollywood, par exemple, si je prends les grosses productions, c'est que en dépit de tout ça, en dépit du fait qu'ils ont des films sur les bras à l'heure actuelle, et je vais en parler plus en détail après de ces films-là, qui ne rentabilisent pas, ils continuent à produire d'autres films. Certes, les productions se sont ralenties, il y a beaucoup moins de productions si tu regardes notamment l'IMDb des acteurs, ils ont moins de tournage à l'heure actuelle, donc il y a quand même moins de productions qui s'effectuent à l'heure actuelle, mais tout de même, ils ne ralentissent pas en tablant sur le fait que potentiellement, le coronavirus va terminer et les salles de cinéma vont réouvrir. Mais quand on ne connaît pas le futur et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, il faudrait pouvoir s'adapter. Surtout que ça fait quasiment un an maintenant, au mois de mars, ça va faire un an, que c'est un petit peu comme ça. Donc, on voit qu'au niveau du cinéma, il y a des grosses pertes sur beaucoup de films, grosses pertes. Si je pense à No Time to Die, par exemple, de James Bond, qui a des grosses pertes financières à l'heure actuelle parce qu'il ne peut pas se rentabiliser. Donc ça, c'est de l'argent qu'ils ont avancé et de l'argent qui ne rentre pas. Et au fur et à mesure que cet argent ne rentre pas, eh bien, évidemment, ça a créé des dettes au niveau de la maison de production en question qui continue à produire d'autres films. Parce que souvent, ce qui se passe dans les maisons de production, c'est qu'ils vont produire, je m'emballe un peu, mais c'est qu'ils vont produire certains films en sachant que ceux-là ne vont pas réellement fonctionner. Parce que parallèlement à ça, ils ont leur grosse production qui est un acquis et qui, lui, va rembourser un petit peu de l'argent. D'où l'histoire d'un peu EuropaCorp qui avait un petit peu capoté, je te dirais, et que Besson, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, avait dû vendre ses actions majoritaires à un groupe financier américain parce qu'il avait mal fonctionné au niveau de ces films-là en disant bah, ça va être un gros film à 200 millions qui va fonctionner. Sa plus grosse production, là, je me souviens plus du titre, Valérian, qui va fonctionner, et finalement, ça n'a pas fonctionné du tout, ça a planté quasiment sa compagnie au complet. Donc, on voit que voilà, ils ne peuvent pas rebondir sur ces productions-là, puisque ces productions-là ne sont pas diffusées, si je pense à No Time to Die, dont je vais en parler tout à l'heure. Il y a réellement un problème au niveau des maisons de production vis-à-vis des plateformes de streaming. Ils devraient s'accorder par rapport aux plateformes de streaming, et ça ne se fait pas, malheureusement. On va voir ça en détail, film par film. Donc on va commencer justement avec notre James Bond, No Time to Die, le dernier James Bond de Daniel Craig, qui je pense est à 57 ans à l'heure actuelle, il avait dit que c'était son dernier James Bond. Ça aussi, ça avait fait tout plein de problématiques à ce niveau-là, parce que sa femme, Rachel Weisz, avait dit qu'il avait été quand même relativement blessé sur Spectre, il me semble, c'est le film, le James Bond précédent, que c'était inacceptable, etc. Elle voulait des assurances mirobolantes par rapport à l'acteur, faire moins de cascades, ça avait créé beaucoup de problèmes par rapport à la production, à un tel point que la production avait dit on va changer de James Bond parce que ça n'a pas de sens. Finalement, Daniel Craig réembarque dans le rôle de James Bond quitte à la retraite, dans No Time to Die, ça commence comme ça. Et c'est le dernier James Bond de Daniel Craig officiellement, donc on ne le verra plus dans la peau de James Bond. Donc, dernier James Bond, No Time to Die, Daniel Craig, qui reprend son rôle. Il y a Rami Malek là-dedans également. C'est un film de Cary Fujiyama, j'ai toujours du mal à dire son nom. Bon, ce film-là, en fait, devait sortir en novembre 2020. Le film était terminé. Malheureusement, à cause du coronavirus, évidemment, la date a été repoussée en avril 2021. Et comme ils ont vu que ça ne s'améliore pas, ils ont repoussé à nouveau en octobre 2021. Donc le film devrait sortir le 8 octobre 2021. Alors, ce qui se passe, comparativement à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'arrêtent pas les productions des films. Et malheureusement, tu es censé y avoir des dates, on va dire, de diffusion. Okay, c'est-à-dire que tu vas avoir un accord avec le diffuseur tu as certaines places, tu as certains créneaux pour placer des films dans les cinémas, mais à un moment donné, si tu continues à produire des films et que tu ne diffuses pas les autres films, il ne va plus y avoir de place pour diffuser ces films-là. Donc on voit qu'il va y avoir un problème aussi à ce niveau-là. Ce qui s'est passé avec ce film-là plus particulièrement, c'est que la production a approché Netflix et Amazon Prime, sachant que le film ne pouvait pas sortir au cinéma, en disant « Ok, on va accepter que vous diffusiez No Time to Die sur vos chaînes de l'un ou l'autre, Netflix ou Amazon, sur votre chaîne, sur votre plateforme, il n'y a pas de souci, mais par contre, en contribution, il va falloir que vous achetiez le film 600 millions. » Alors le film, c'est exorbitant, le film
C'est le plus long James Bond, d'ailleurs, entre parenthèses, il dure 2h43. Le film a coûté 250 millions. C'est le film qui est le plus cher des James Bond qui a jamais été fait jusqu'à l'heure actuelle. Donc eux, leur idée, c'était on te le vend 600 millions parce que c'est à peu près ça qu'on tablait comme idée pour faire comme profit par rapport au film. Donc on te le vend 600 millions, puis après ça, tu feras ton argent avec. Évidemment, Netflix et Amazon ont refusé. L'argent, c'est bien trop gros. Même si c'est Netflix, si je prends l'exemple de Netflix, c'est une plateforme qui fonctionne très très bien, qui a des grosses productions comme Tyler Greig, par exemple. Ce sont des films qui coûtent vraiment cher à faire, mais ils sont donc très rentables. Quand même, 600 millions, ça représente une belle somme d'argent. Donc au lieu que les producteurs de No Time to Die essayent de trouver un arrangement avec la plateforme en disant bon ben voilà, parce que Netflix, comment il fonctionne, c'est qu'ils vont acheter par exemple les droits, on va dire, des Harry Potter, ok, je prends un exemple, pour un certain temps limité, ils vont les diffuser sur leur chaîne de streaming et après ça, ils redonnent les droits en fait à la maison de production qui va pouvoir les réavoir. Donc comme ça, si par exemple comme Disney Plus est sorti, Disney, tu sais que Marvel ça appartient à Disney, à l'heure actuelle, tu peux trouver quand même Civil War sur Netflix, parce que Netflix a racheté juste les droits de Civil War pour un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, avant de le vendre à Disney, qui va éventuellement le mettre sur leur plateforme Disney+. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, eux autres, si tu veux, la production de James Bond s'est dit, bon, on va fonctionner de la même manière. Au lieu d'essayer de trouver un arrangement, où, à la limite, on va utiliser la plateforme, et on va toucher un certain pourcentage sur chaque vue que Netflix, par exemple, va nous débourser. 30%, 4, 5%, 10%, je ne sais pas. Parce qu'il y a énormément de vues sur ces films-là. Donc, au lieu de faire ça et de trouver cet avantage-là, qui d'après moi aurait été la meilleure solution pour No Time to Die, honnêtement, ils ont décidé de faire ça. Évidemment, ça a été refusé en bloc par Amazon et Netflix parce que 600 millions, je te le répète, c'est trop cher. Donc, ils ont décidé que le film allait être diffusé en salle. Mais voilà, diffusé quand? Et à l'heure actuelle, c'est leur plus grosse production. Ils perdent énormément d'argent et ils sont en train d'être en déficit, cette maison de production-là. Gros problème par rapport à No Time to Die. On rebondit sur Mission Impossible. Donc Mission Impossible 7 et 8 qui suivent en fait directement l'histoire de Mission Impossible Fallout, le 6 que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était un très bon film. J'adore Christopher McQuarrie. Donc Christopher McQuarrie qui est en arrière de ces Missions Impossibles-là. Christopher McQuarrie, si tu ne le connais pas, c'est le gars, j'en avais déjà parlé, je pense, qui a écrit quand même Usual Suspect en 1995. C'est pas rien comme scénario avec Bryan Singer. Il avait commencé d'ailleurs son premier film avant Usual Suspect, c'était une collaboration avec Bryan Singer. Et depuis, il fait énormément de films, quasiment tous les films avec Tom Cruise depuis Valkyrie. Donc il avait sorti le film Valkyrie avec Tom Cruise, après La Momie, et après tous les autres films que Tom Cruise a tournés, c'est quasiment toujours Christopher McQuarrie qui est en arrière. Si je reprends Top Gun 2, Christopher McQuarrie n'est pas le réalisateur, je l'ai dit en début de vidéo, mais il a participé à l'élaboration du scénario. Donc on voit qu'il y a quand même une belle complicité entre Tom Cruise, la Paramount, et Christopher McQuarrie. Ça se fonctionne très très bien. Donc, comme le 6, qui était quand même un très bon film, moi j'ai trouvé quand même assez complet au niveau justement du scénario, très bien monté aussi, des petites parties un petit peu humoristiques, c'était quand même très bien fait, il y avait une belle dynamique dans ce film-là. Le 7 et le 8 devaient être tournés par la Paramount en même temps. C'est un petit peu l'idée qu'on a depuis les Lord of the Rings, où ils avaient tous été tournés en même temps, ou si je repense par exemple à Matrix 2 et 3, qui avaient été tournés aussi en même temps. On écrit les scénarios, et on peut à ce moment-là, c'est quand même, je te dirais, une belle économie au niveau de la production, parce qu'on va tourner tous les films en même temps, on va avoir différentes localisations qu'on va utiliser différents pays, et les acteurs sont déjà là, ils ont signé pour X nombre de mois au niveau du tournage, c'est beaucoup moins compliqué d'aller les chercher parce qu'on les a bloqués pour ce temps-là. Tout est bien plus pratique et plus économique au niveau de la production. Or voilà, il y a eu des problèmes à cause du Covid, tu en as peut-être entendu parler, c'est-à-dire que Tom Cruise, qui est quand même le producteur principal des Missions Impossibles, qui a une grosse part d'argent au niveau de la Paramount, n'a pas été content parce que l'équipe technique n'a pas respecté certaines conditions sanitaires qui doivent être mises en place à cause du Covid. Ça a ralenti le tournage et du coup, il se retrouve à l'heure actuelle à devoir faire la promotion de Top Gun 2, qui est aussi une production Paramount. Et comme il doit faire la production de Top Gun 2, il ne peut plus tourner. Donc, le tournage de Mission Impossible 8 a été mis de côté. À l'heure actuelle, ils vont terminer le 7 et ils ne pourront pas tourner Mission Impossible 8 à cause de ça, qui devait être tourné juste après. Ça donne des problèmes logistiques énormes, parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de libérer les acteurs de leur contrat,
qui vont aller très certainement tourner ailleurs, que ce soit dans des séries télé ou dans d'autres films. Il y a quand même des acteurs relativement connus aussi dans Mission Impossible, il n'y a pas que Tom Cruise. Et après, ben, il va falloir les réavoir pour aller essayer de tourner lui dans les mêmes endroits où ils ont tourné le set, la plupart. Qu'on voit qu'il y a une grosse problématique à ce niveau-là. La date de sortie du film n'est pas réellement encore pensée. Ils ont donné une date, mais ils ont pas. La maison de prod a dit qu'ils ne savaient pas trop encore quand ils allaient sortir Mission Impossible 7 à cause des salles de cinéma qui ne sont pas réouvertes. Et on ne sait pas si dans le futur ça va être le cas. Donc on voit que c'est vraiment une grosse problématique encore si je prends l'exemple de ce film-là. Je vais poursuivre avec le fameux Justice League de Zack Snyder, le Zack Snyder's Cut, qui va sortir sur HBO Max d'une durée de 4 heures. Alors, ça c'est très intéressant, HBO Max, eux c'est ceux que je préfère, parce qu'eux ils ont décidé, HBO Max appartient à Warner, et Warner a décidé, quoi qu'il arrive, de sortir tous ces films sur HBO Max, au cinéma et sur HBO Max en même temps, sans demander de payer de l'argent, sans demander de payer davantage, si je reprends par exemple l'exemple de Mulan avec Disney+. Non, non, tu as HBO Max et tu vas avoir accès au film à ce moment-là. Donc, c'est ça qui va se passer, en fait, mais le Justice League lui sortira carrément pas au cinéma, il va juste sortir sur HBO Max pour une durée de 4 heures, mais il y a certains films qui décident de sortir au cinéma et parallèlement sur HBO Max. Alors, si les cinémas sont fermés, ben, ça ne sort que sur HBO Max. Si les cinémas sont ouverts, c'est distribué dans très peu de cinémas puisqu'ils ne sont pas tous ouverts. Et à ce moment-là, ben, ils vont récupérer leur argent sur HBO Max. Warner a tout compris. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu crées, à la limite, c'est une maison de production, si je pense à la Paramount, créer et que tu ne veux pas avoir affaire avec des boîtes de streaming, de plateformes, etc., comme Netflix, Paramount, Amazon ou autre, ben, créer ta propre plateforme à ce moment-là, c'est certain. D'après moi, c'est mieux de prendre un partenariat parce qu'il en existe déjà beaucoup, des plateformes, c'est pas la peine d'en rajouter, mais voilà, HBO Max, très belle idée. Le Zack Snyder's Cut, très belle idée du coup de sortir Justice League, 4 heures. Ça va sortir le 18 mars 2021. À savoir que Zack Snyder, il n'est pas idiot, lui, il a vu que le cinéma, ça marchait plus très bien, donc il sort aussi sur Netflix. Ça va sortir à peu près dans les mêmes dates, je pense un peu avant ou un peu après, je ne sais plus exactement. Army of the Dead, qui va être, je pense, c'est une télésérie, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, ou un long film. Je pense que c'est un film, je ne sais plus exactement. Très intéressant, c'est un post-apocalyptique avec des zombies et des gars qui vont décider d'aller, il me semble, dérober une banque ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc quand même une très bonne idée. Donc lui il sort deux choses en même temps. Le Zack Snyder Cut, parce que peut-être pour l'histoire en arrière tu ne le savais pas, Zack Snyder a tourné Justice League et à la fin du tournage, quand le film était terminé, malheureusement sa fille de 17 ans s'est suicidée. C'est très triste, mais donc elle est décédée. Il a évidemment quitté le tournage pour aller auprès de sa famille. Ce gars-là, à peu près une dizaine, il a 8 enfants, il me semble. Il y en a beaucoup quand même, mais de plusieurs mariages différents. Mais ça change rien, c'est quand même sa fille, c'est pas pour ça. Et du coup, bon, il a quitté le tournage pour aller évidemment auprès de sa famille, etc. Et à ce moment-là, la boîte de prod a décidé d'embaucher Josh Whedon, que je déteste, le pire des réalisateurs au monde, selon moi, qui lui est arrivé là, il a dit non, non, mais ça va pas ça. Donc moi je vais refilmer, il a reshooté, on dit reshoot en anglais, il a refilmé des sets de Justice League, il a complètement changé le montage, et le film est sorti tel quel en 2016, ou en 2017, je sais plus, 2017 il me semble, et c'était une véritable horreur. C'est un film qui est complètement nul, et dont la mythologie est nulle, c'est mal construit, mal fait, et en plus ça ne suit pas vraiment les films précédents. Bon, il y avait Batman vs Superman qui était déjà très limite, hein, on va dire ce qui est très très limite. Justice League, ça faisait juste enfoncer complètement la mythologie qu'ils avaient commencé avant pour essayer de faire une sorte de concurrence à Marvel, l'univers Marvel, l'univers DC, donc DC Universe. Donc voilà, là ils vont sortir Justice League, tout le monde l'attend, le Zack Snyder Cut. On va voir ce que ça va donner, une durée de 4 heures, assez dark paraît-il, mais coup de maître car ça sort uniquement sur HBO Max et c'est une très bonne idée. Je vais terminer avec mon dernier exemple parce que je ne peux pas prendre 3 milliards d'exemples, à un moment donné la vidéo elle finirait plus, mais Tenet que j'ai vu quand même il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Bon bah Tenet de Christopher Nolan qui était très attendu, hein, la plupart des gens on a vu Inception et qui était ses plus grosses productions avec Christopher Nolan ou Interstellar. Ces deux gros films qui ont pas mal rassemblé l'opinion publique et les critiques. Les gens avaient quand même apprécié, c'est des très très bons films. Si je repense à Inception, Interstellar, c'est sûr que Tenet
a été moins au rendez-vous au niveau de la mythologie. Ça reste un film quand même très intéressant, ça reste un sujet très compliqué à évoquer. C'était quand même assez bien réalisé, assez bien mis en forme au niveau de ce sujet-là, justement, de tuer à l'endroit et tuer à l'envers en même temps un petit peu. Peut-être quelques incohérences, mais c'est très difficile de dire où sont les incohérences, d'où la complexité quand même du sujet. Mais quand même, c'était quelque chose que j'ai quand même un peu apprécié. Moins bon que Inception, Interstellar, mais pas un film non plus à mettre à la poubelle, je te dirais. Il y a quand même beaucoup de qualité dans ce film-là. Bon, bah ce film s'est cassé la gueule, mais vraiment cassé la gueule à un point hallucinant. Il n'a fait absolument pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé la date de sortie à 2 reprises. Ils ont décidé de le sortir malgré tout en pleine pandémie. Les 3/4 des cinémas n'étaient pas ouverts. Les gens dans les cinémas qui étaient ouverts ne se sont pas rendus dans les salles en ayant peur en fait de contracter la maladie, ce qui est complètement normal. Je veux dire, tu veux déjà que pour certains ils sont obligés d'aller travailler, tu ne vas pas non plus aller au cinéma. Tu essayes de te préserver quand même, si je pense surtout aux gens qui ont peut-être des personnes âgées ou des personnes à risque dans leur famille. Donc le film s'est complètement ramassé. Alors évidemment ils sont tombés sur le fait que oui mais le film n'est pas non plus complètement abouti, c'est pas un très bon film. Non, c'est clairement par rapport à la pandémie que le film s'est ramassé. Ça aurait été plus intéressant de voir effectivement comment le film aurait fonctionné si ça avait été hors pandémie. Et là on aurait pu dire si c'était la qualité du film. Je pense que le film aurait quand même très bien marché. Je pense que le film aurait peut-être moins bien marché qu'Inception ou Interstellar qui ont été des gros box-office, hein, qui ont très bien marché. Mais il aurait quand même remboursé son argent et il aurait quand même fait un petit peu d'argent avec, j'en suis certain. Donc on voit qu'il y avait quand même un contexte à ce niveau-là qui est à prendre en compte. Et je pense que c'est ça, il faut que les maisons de production arrêtent d'être têtues et rebondissent. Il faut que tu fasses avec ce qui se passe autour de toi à l'heure actuelle, c'est tout. Aussi simple que ça, tu t'adaptes. Je terminerai donc cette vidéo sur là-dessus. Tu l'auras compris, ma conclusion c'est ça. Je pense clairement à l'heure actuelle, dans l'état où on est, encore ma machine, dans l'état où on est, que le cinéma, le divertissement, l'humour, etc., oui ok ça fait plaisir, mais ce n'est pas essentiel. La santé vient avant tout, ça c'est certain. Je pense que réellement il y a des défauts au niveau de beaucoup de gouvernements. On voit qu'il y a des gouvernements comme l'Australie, on ne va pas parler politique, mais des gouvernements comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui ont très bien géré, qui n'ont quasiment plus de Covid-19 chez eux parce qu'ils ont fait un confinement massif pendant quelques semaines, voire un mois ou deux, et qu'après ça ils ont réussi du coup à contenir. Donc il y a santé versus économie hein, qui est toujours là. C'est vrai qu'après au niveau de l'économie, sans parler politique encore une fois, mais au niveau de l'économie, peut-être que le cinéma et le divertissement passe quand même en dernier lieu, en arrière de tout le reste. Donc il est certain qu'il faut s'adapter par rapport à ça, on le sait. Maintenant, il y a des très belles télés, moi j'ai une très grosse télé ici, très beau système de son que tu peux installer chez toi, c'est beaucoup moins cher que ce que ça pouvait l'être si je pense aux années 90 ou début 2000, hein, c'était pas tout le monde qui pouvait avoir ça. À l'heure actuelle, on est capable pour beaucoup de personnes d'avoir accès à ces technologies-là. Et à partir de là, quand tu mets un film chez toi, tu es quasiment comme au cinéma, je te dirais. Donc l'expérience cinéma, à part pour aller voir Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, qui sont des choses qui sont Titanic peut-être en 97, je sais pas, qui sont des choses incroyables que tu veux en prendre plein les yeux, etc. Pour le reste, si je pense à Tenet, justement, dont j'ai parlé, si je pense à James Bond ou Mission Impossible, je suis capable de regarder ça directement de chez moi sans aucun problème. Ou justement Justice League. Je suis capable de regarder ça chez moi sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Donc le cinéma devient quelque part, la salle de cinéma, obsolète. C'est plus réellement utile d'avoir des salles de cinéma, surtout en ce moment. Et ça nous demande à nous, peut-être, en tant qu'être humain, je te dirais, de se transformer par rapport à ça, et de faire et de s'adapter. Donc, si on peut regarder ça directement à la maison, je ne suis pas contre. Et les maisons de production devraient s'adapter, faire soit des films comme ils les font et qui les diffusent sur les plateformes, soit, si c'est trop cher, d'autres types de films, travailler sur des scénarios et des idées, ce qui pourrait être très bien aussi, voir des choses différentes, ça serait intéressant. Soit, et aussi, également, parallèlement à ça, continuer ce qu'ils font en ce moment, à produire beaucoup de séries télé ou de téléséries qui sont aussi des petites perles, pour certains, que tu regardes et qui sont très aboutis, avec des acteurs quand même très confirmés. Si je repense à Unbelievable que j'ai vu récemment, très bonne série, qui fonctionne très bien. Le documentaire est aussi un format qui marche très très bien. Le documentaire sur le Vietnam, qui pour moi est un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est complet, il est fabuleux ce documentaire-là. Dernièrement, j'en ai vu beaucoup, c'est pour ça que je disais ça. J'ai vu
Hayley 1992, j'ai vu un documentaire sur Crime Scene, je sais plus, sur Netflix avec un hôtel, je me souviens plus du nom de l'hôtel, ma conjointe pourrait le dire, le Cecil Hotel à Los Angeles, toute une histoire qu'il y avait eu là-dessus, etc. Beaucoup de Los Angeles en ce moment, je te dirais, mais c'est un hasard. Donc on regarde quand même pas mal de documentaires. Pour finir avec ça, peut-être petite parenthèse sur ma vie personnelle, mais des documentaires qui sont très bien aboutis, qui sont très bien faits, qui sont très bien construits, et où on apprend quand même pas mal de choses aussi, surtout sur le vécu des gens de l'époque. Donc voilà, documentaires, téléséries, adaptation par rapport à la plateforme, on en est là à l'heure actuelle, les boîtes de prod devraient faire ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le cinéma en contexte de pandémie. Ça me tenait à cœur un petit peu d'en parler parce que je vois un petit peu tout ce qui se passe. Puis je trouve que les maisons de production sont trop têtues à vouloir et ils se tirent une balle dans. Mais c'est beaucoup comme ça au niveau de l'économie à cause de la pandémie, etc. Il y a beaucoup de boîtes dans tous les secteurs qui se tirent des balles dans le pied en se disant bon, non, on s'adaptera pas, ça va redevenir comme avant. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va redevenir comme avant. Donc à un moment donné, il faut s'adapter à la situation actuelle. On voit que c'est quand même long. Donc j'espère que ça va finir bientôt la pandémie, mais je ne le sais pas. Le sachant pas, on s'adapte. Et ça devrait être la même chose pour le cinéma. Et ça serait bien qu'ils en diffusent plus sur des plateformes, comme ça on aura accès à pas mal de films, et ça nous ferait plaisir à nous qui adorons le cinéma, moi, toi, etc. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Donc si tu veux, on va faire la conclusion, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires Dans les commentaires. et qu'est-ce qu'on se dit? Ah, il y a le podcast qui existe, le podcast, très rapidement, je vais mettre le lien du podcast dans la description si ça t'intéresse. J'en ai pas fait de nouveau, tu le sais, je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, je suis comme tout le monde, hein, je suis très occupé. Donc pas beaucoup de temps pour faire, j'ai du temps pour faire des vidéos, mais les podcasts moins. Je vais quand même mettre le lien dans la description si tu n'as pas été faire un tour, si ça t'intéresse, un petit peu plus de contenu cinéma pour toi. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit À la prochaine. Ciao. Bye.